Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine Fréversion, une émission d'actualité ici en République démocratique du Congo qui évoque des sujets de l'heure, qui passe en revue l'actualité ici au pays. Aujourd'hui, l'actualité reste dominée par les warriors qui vont être investis à l'Assemblée nationale, qui vont bel et bien commencer le travail, comme l'a dit le président de la République. Nous allons encore évoquer la rencontre que le président, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec le député national de l'Union sacrée de la nation. Est-ce que a-t-il convaincu ou a-t-il donné le go au Séléton? Nous allons en savoir un peu plus avec notre invité qui est député national, membre de l'Union sacrée de la nation et élu du parti politique Ensemble du Chairman Moïse Katumbi Tchapou. Il s'agit de monsieur Jean Manda, député national. Bonjour monsieur Jean Manda. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors n'oubliez pas de liker nos vidéos et abonnez-vous aussi à notre page YouTube Emilio Officiel TV, là où vous pouvez avoir beaucoup d'informations, beaucoup d'actualités et beaucoup d'éléments concernant l'actualité ici au pays. Monsieur Chomanda, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, dites-nous un peu, vous avez fait une tournée de sensibilisation au sein de votre parti Ensemble dans le Katanga. De quoi était-il question? Voilà, ce n'était pas seulement dans le cadre de notre parti. Nous sommes partis dans notre province d'origine, de Tanganyika, pour se rendre l'effectivité de l'implantation de l'Union sacrée dans cette province. Ainsi, nous rassurer qu'avec cette implantation, la population du Tanganyika pourra bénéficier des actions du gouvernement qui va commencer à présenter son programme aujourd'hui et qui, effectivement, c'est un gouvernement de l'Union pour la nation. Alors, l'Union sacrée pour la nation. L'Union sacrée de la nation. Comment se porte l'Union sacrée de la nation actuellement avec la sortie de ce gouvernement? Oui, l'Union sacrée se porte à merveille parce que même chez nous, au Tanganyika, où on pouvait encore douter, avec notre descente, nous avions pu nous rendre compte qu'effectivement l'Union sacrée de la nation existe bel et bien, et même au sein de l'Assemblée provinciale, on a pu constater que effectivement cette Union sacrée existe et que nous sommes optimistes que la population du Tanganyika pourra bénéficier des actions du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Alors, dans cette lecture que vous avez fait de l'Union sacrée de la nation, il y a aussi votre parti politique, il y a l'Ensemble pour la République. Il y a eu de nouvelles restructurations. Par exemple, le président Moïse Katumbi a nommé M. Bolulenge Tenge comme secrétaire général et il y a aussi des nominations au niveau des coordinations provinciales. Qu'en pensez-vous? Quelle est la stratégie? Non, la stratégie, c'est la stratégie électorale. Comme vous le savez, un parti politique ne vient pas pour le beau yeux, mais les partis politiques s'implantent pour conquérir le pouvoir. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui nous savons qu'en 2023, le président Moïse va être candidat président de la République. C'est pour cela qu'il faut planifier des stratégies politiques. Dans la démocratie, ce sont les élections qui donnent le pouvoir. Mais comme vous le savez, que déjà au sein de l'Assemblée nationale, ensemble pour les changements qui se transforment à peu près ensemble pour la République et effectivement implanté à travers la République. C'était autour des structures comme des partis politiques qui étaient une ADF, G7, regroupement, ainsi de suite. Mais maintenant, toutes ces structures-là se retrouvent confondues dans Ensemble pour la République, qui est le seul parti politique. Et la réorganisation, c'est-à-dire c'est l'intégration de toutes ces structures anciennes dans une même structure qui est un macro-structure parce que étendue sur l'ensemble du territoire national. Alors, dans la foulée, il y a aussi la sortie du gouvernement qui était intervenue après une longue attente
le 12 avril dernier. Quand vous voyez la configuration de ce gouvernement, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce gouvernement de l'Union sacrée? J'avais déjà eu à le dire que l'avènement du Premier ministre, si c'est investi, je l'avais déjà dit, c'est vraiment un jeune guerrier, un jeune qui a des talents, qui a des opportunités, comme je l'avais dit, les opportunités telles que il est intellectuel, il a de l'expérience politique, et dans son gouvernement, quand vous regardez très bien, il y a eu des figures qui rassurent. La composition elle-même. La composition, c'est ça. Il y a des figures qui rassurent dans la composition. Oui. Quand vous voyez, par exemple, ce que Ensemble a présenté, vous voyez... On parle un peu de profil des membres de l'ensemble. Monsieur Lutundula, Christian Mwanda, vous voyez un peu les Zanguindo, vous voyez les Chéribin Okende. Donc ça rassure. Quand vous regardez un peu Eve Bazaïba, elle n'est pas moindre. Non, en tout cas, ça rassure. Ce sont vraiment des guerriers qui peuvent faire s'ils ne sont pas bloqués, et je ne crois pas qu'ils soient bloqués, parce qu'ils ne seront pas bloqués, ça rassure. C'est pour cela que moi, je me dis que les changements qui ont été intervenus, malgré ce retard, la perte du temps de 2 ans, l'intervention de ce gouvernement, ça me rassure. Comme l'a dit le président lui-même, qu'avec l'interruption des conseils des ministres, ça nous a reculé, il n'y a pas eu de mobilisation des ressources, mais maintenant là, ça nous rassure que ce gouvernement, une fois investi, il va faire du bon travail. Alors, le gouvernement... Et puis ce n'est pas seulement lui, parce qu'à l'Assemblée aussi, s'il n'arrive pas à faire du bon travail, nous risquons de partager son échec, parce qu'il y a des députés, des membres des Ensembles pour la République et qui sont devenus membres du gouvernement. Bien entendu. S'ils ne travaillent pas bien, nous qui sommes restés au Parlement, de leur structure, nous n'allons pas croiser le bras, nous allons les interpeller. Vous allez les sanctionner aussi. Oui, sans blague, parce que s'ils blaguent, c'est blaguer pour l'ensemble de notre parti. Alors, ça répond sur quoi les attentes? Parce qu'on parle des gouvernements des warriors. Les warriors qui vont se jeter dans la guerre pour vraiment ramener des résultats probants. Vous savez que la guerre, les gens comme... il faut savoir d'abord la guerre. La guerre, c'est un combat. On va se battre contre la pauvreté. Aujourd'hui, la population entièrement se trouve dans la pauvreté. Bon, pour arriver à faire partir cette population de la pauvreté, il faut se battre. Il faut se battre par tous les moyens, il faut développer des stratégies. En développant les stratégies, c'est la guerre. Et puis, il y a la guerre effective des armes qui ne s'arrêtent pas à l'est de notre pays. Nous avons le Béni, nous avons l'Ituri, nous avons le Sud Kivu, un peu partout, même si on n'en parle pas beaucoup au Tanganyika, au Maniema, mais un peu partout, il y a des problèmes. Alors, voilà un peu, tout ça, il faut que ce gouvernement se penche pour qu'il y ait l'accalmie et une accalmie définitive pour que la population respire. C'est pour cela qu'il faut de la guerre contre toutes ces choses-là. Alors, il faut de la guerre, mais on n'allait pas tout embrasser. Il faut structurer, il faut des secteurs clés pour ne pas éparpiller les idées. Oui, dans le gouvernement, il y a des secteurs. Il y a les secteurs que nous pouvons appeler économiques. Et dans le secteur économique, c'est là qu'on va développer les stratégies pour lutter contre la pauvreté et la misère de la population. Il y a les structures politiques et défense, c'est là où on va lutter contre l'insécurité. Donc, il y a l'aspect social, c'est là où on va se pencher pour voir comment on va encore rectifier la stratégie pour aborder la gratuité de l'enseignement. Vous voyez tout ça, ce n'est pas que on va, c'est une même personne qui se bat dans tous les secteurs, ou bien ce n'est pas tous dans un même secteur. Non, c'est tous dans les secteurs différents. Et ce que j'ai aimé dans ce gouvernement est l'intelligence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il ne veut pas reprendre à zéro. Il intègre les gouvernements, le programme du gouvernement Ilunga Ilunkamba, oui, qu'il enrichit tout simplement. Oui. Et là, il démontre déjà que le pays est parti. Ça ne sera pas un perpétuel recommencement. Il faut, vous êtes quelque part, quand vous venez, vous continuez. Et là, ça donne un peu de l'espoir pour notre pays.
Et nous espérons que avec ça, même après les élections, le gouvernement qui va venir ne viendra pas seulement avec un nouveau programme sans s'atteler d'abord à ce qui a commencé et continuer pour arriver à la fin. Voilà. Alors, pour arriver à la fin, honorable Jean Manda, à la sortie du gouvernement, il y a eu des mécontentements. Il y a eu des députés qu'on appelait des députés révolutionnaires qui se sont opposés à la sortie de ce gouvernement. Mais vous bombez le torse, vous targuez le torse pour saluer la sortie de ce gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? La sortie, non, ça c'est vraiment de la démocratie. Et ça, moi j'ai beaucoup aimé. Si ce gouvernement allait sortir sans qu'il y ait des contestations, à ce moment-là, nous sommes dans la pensée unique. Il ne faudrait pas que nous puissions être dans la pensée unique. Il faudrait que chacun est libre de penser. Quand nous sommes à l'Assemblée nationale, nous sommes des politiciens. Un politicien a sa vision. Et pour imprimer cette vision, il faudrait qu'il puisse avoir des actions sur terrain. Et souvent, les actions sur terrain, il faut à travers l'exécutif. Alors, tout le monde a estimé qu'en telle période, tellement que la situation de notre pays est devenue chaotique, il fallait que tout le monde puisse mettre la main à la pâte pour qu'on puisse sauver ce pays. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas former un gouvernement là où tout le monde peut entrer. Est-ce que c'est représentatif ce gouvernement? Parce que les mécontents disent que d'autres provinces ne sont pas retrouvées. Oui. Je sais que ce n'est pas représentatif. C'est malheureux que ce ne soit pas représentatif. Mais aussi, il ne faudrait pas que cela nous bloque dans cette période. Parce que si ça nous bloque, nous allons encore demander au Premier ministre de dissoudre un gouvernement qui n'a pas encore fonctionné. Maintenant, c'est question que nous puissions ouvrir l'œil et le bon pour qu'on soit regardant, que les actions ne puissent pas profiter à la représentativité des membres qui se trouvent dans ce gouvernement. Qu'est-ce que je veux dire? Si par exemple une province ne se retrouve pas et que ce gouvernement ne puisse pas tabler sur les actions à mener dans cette province-là, là ça va être malheureux. Mais au moins, comme à l'Assemblée nationale, toutes les provinces se retrouvent représentées, nous pouvons mener des actions avec tous les collègues qu'on peut appeler révolutionnaires ou pas, mais ensemble nous faisons l'unité et que nous puissions aborder, on interpelle le gouvernement par rapport à son programme et les actions à mener à travers les territoires nationaux. Voilà que pour moi c'est ce qui est important. Et vous voyez un peu ce qui a été... j'ai aimé aussi quand le président de la République a dit que ce n'est pas la question de l'autorité morale. Ça j'ai aimé. Vous voyez que même les députés révolutionnaires, ils sont tous de l'union sacrée. C'est-à-dire que ce n'est pas la pensée unique. Et là, moi j'ai aimé beaucoup et j'apprécie cette façon de faire. Alors vous vous embrayez justement sur la question. Le président de la République, dans la foulée, a réuni tous les députés nationaux. Je faisais partie de députés qui étaient partie de la. J'étais dans la salle. Alors, le président a fait un peu le tour de la question des mécontents. Il a un peu abordé un peu des questions d'actualité qui préoccupent la nation. Alors, avant de prendre point par point, de manière globale, comment avez-vous jugé, apprécié le discours du chef? Le chef, son discours, il a été un discours d'un chef qui donne les orientations sans oublier d'aborder des aspects particuliers dans l'ensemble. Même si, en abordant les aspects particuliers, ce n'est pas que effectivement ces aspects-là se présentent partout de la même façon. Il a abordé la question des collègues révolutionnaires qui ont écrit même une lettre et il a promis qu'il va les recevoir. Comme son Excellence, Monsieur le Premier ministre aussi, il reste ouvert à recevoir tout le monde, ce qui est une bonne chose. Vraiment, vous avez senti que le président a un peu haussé les tons par rapport à tout ce qui se passe, ce désordre d'abord au sein de, disons ça comme ça, au sein de l'Assemblée nationale. Bien, il a été bien regardant, il a conscientisé, il vous a mis devant vos responsabilités. Il n'a pas haussé les tons par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale
parce qu'il est démocrate et il a même dit que c'est normal dans une société et dans une démocratie, c'est normal qu'il y ait des gens et quand ils n'apprécient pas tel ou tel aspect, ils doivent s'exprimer, ce qui est important. Mais au contraire, il a dit, il n'a pas apprécié ce qui se passe dans les provinces. Oui. Dans les provinces, il a dit qu'il y a un peu de désordre. Il y a un peu de désordre. Effectivement, vous trouvez dans une province où les gouvernements, les gouverneurs et les assemblées, ils sont tous de l'union sacrée. Mais qui est encore cette question de tirs croisés. Là, ça ne se comprend pas. Bon, ça pouvait se comprendre dans des provinces comme au Tanganyika, là où vous pouvez trouver les gouvernements et l'Assemblée auparavant. Tous ne regardaient pas dans la même direction. Ils ne voyaient pas, ils ne voulaient pas exercer les activités selon la vision du chef de l'État. Là, ils pouvaient se tirer dessus. Mais là aussi, c'est question qu'on mette les gens autour d'une même table, qu'on se dise. Mais ce qui est vrai, et ça il l'a dit, si au niveau de l'Assemblée nationale, le bureau qui gère aujourd'hui, c'est le bureau imprimé par l'Union sacrée. Au Sénat, la même chose. Les gouvernements, la même chose. Et dans les provinces, est-ce qu'il va y avoir une province qui aura sa propre vision en dehors de la vision du chef de l'État? On se dit non. À ce moment-là, si vous ne trouvez pas mieux de travailler en fonction de cette vision du chef de l'État, carrément vous pouvez vous dire que non, nous on avance dans l'opposition comme partout ailleurs et c'est ça la démocratie dans notre pays. Alors voilà. vous comprenez cette question des assemblées provinciales, un peu de désordre qui s'y règne, tout ça, vous trouvez que ça ne sert à rien les assemblées provinciales, carrément les supprimer ou bien quelle serait ici où on vous demande là? L'utilité des assemblées provinciales, moi j'ai été député provincial, j'ai trouvé que les assemblées provinciales sont utiles. Oui. Parce que c'est rapprocher l'administration et la politique à la base. Oui. Quand il y a seulement l'Assemblée nationale, vous voyez, avec 500 députés pour l'ensemble du territoire national, vous risquez d'oublier certaines provinces ou certains territoires. Mais avec les assemblées provinciales, l'espace à gérer devient un peu réduit. C'est question qu'on puisse renforcer les capacités des dirigeants des structures, pas seulement des assemblées, des structures, des institutions politiques dans les provinces. Alors le président aussi a abordé la question, a rassuré tout le monde sur la question des élections. Il dit que nous irons aux élections en 2023. Il fait un peu taire les suspicions qui renaient au sein de la population. Comment vous avez apprécié ça? Oui. Ce n'est pas lui d'abord l'organisateur des élections, mais au moins pour lui. Il voit qu'il faut en 2023 qu'on aille vers les élections et là ça va être aussi ça va le crédibiliser davantage. Oui, ça va le crédibiliser davantage parce que lui-même est issu d'un parti politique qui a contesté les reports des élections à maintes reprises. Oui. Et aujourd'hui, il faut qu'il rassure tout le monde. Mais aussi, c'est pour cela qu'il faudrait que tous les collègues députés nationaux aujourd'hui qui puissent s'atteler à ce qu'on aille rapidement à l'investiture de ce gouvernement qui s'attelle à trouver des moyens pour que effectivement en 2023 qu'on aille aux élections. Si on commence à retarder, vous voyez, on risque de glisser parce qu'effectivement depuis qu'on a commencé jusqu'aujourd'hui, moi j'ai dit que quelque chose a été fait. Mais l'essentiel n'est pas encore fait. Il y a un retard. Alors on parle, il a aussi, le chef de l'État a aussi abordé la question aussi du recensement. Il dit que les deux doivent marcher concomitamment, et les élections et le recensement. Quel est votre avis là-dessus? Oui, mais moi je ne comprends pas quand il y a trop de discussions sur le recensement. Pourquoi avant les élections on passe à l'exercice d'enrôlement? Mais pourquoi, à la place d'enrôlement, on ne peut pas cumuler le recensement et l'enrôlement? Ou bien, on fait le recensement sur les fichiers de recensement, on tire les fichiers
d'enrôler donc ceux qui ont l'âge à aller voter. Parce que là, on pourra déjà distinguer qui sont Congolais, qui ne le sont pas. Ça, voilà. On doit savoir ça. On doit le savoir parce que notre pays, vous allez trouver un étranger, un Angolais, un Rwandais, un Zambien, un frère du Congo-Brazzaville qui ont des cartes d'électeurs, qui s'installent partout où ils veulent. Et après, ils ont plus de droits des Congolais que les Congolais eux-mêmes. Voilà, tout ça, il faut le savoir. Et je ne dis pas qu'il faut que ces frères-là puissent quitter le Congo, non. Qu'ils puissent s'identifier, s'ils veulent devenir des Congolais, qu'ils puissent passer par des voies normales, ils deviennent des Congolais, puis on continue à vivre avec eux. Parce que les limites que nous avons, ce sont des limites qu'on nous a imposées. L'Afrique pouvait constituer un seul pays, parce que les frontières, quand vous voyez dans la province de l'Équateur, il y a beaucoup de frères qui ont des membres au Congo-Brazza, en Centrafrique. Quand vous allez en Ituri, vous allez trouver à l'Ouganda, vous allez au nord Kivu, au Rwanda, au sud Kivu, vous trouvez les frères au Burundi, vous allez au Tanganyika, vous trouvez des frères en Tanzanie et Zambie, au Katanga, vous allez trouver encore Zambie et Angola, ainsi au Kasaï, Angola, ainsi partout. Nous sommes un même peuple. Mais comme il y a eu ces frontières, on a tracé ces frontières, on a délimité. Maintenant, il faudrait que chacun puisse s'identifier là où il s'est trouvé quand il y a une délimitation. Ok, j'ai mon frère qui est congolais, mais moi je suis zambien. J'ai un frère qui est tanzanien, mais je suis congolais. Et les relations entre les Congolais et les Zambiens, que ça reste au niveau familial, mais sur le plan politique, nous disons que nous appartenons à deux pays différents. Voilà un peu l'avantage de ces recensements et cette identification. Alors, l'avantage, il y a aussi de ce recensement et d'identification, et ce qui suit derrière, c'est la nationalité. Oui, la nationalité, pas seulement la nationalité, parce que je viens de parler de la question de la nationalité. Il faudrait qu'on puisse savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Mais un peuple recensé, vous allez savoir exactement, vous dirigeants, vous êtes en train de diriger combien d'âmes, combien de bouches à nourrir, combien de gens en mesure de travailler, donc les contributeurs au développement, combien ils sont au troisième âge, les gens que nous pouvons prendre en charge, les gens qui ont travaillé pour ce pays, mais maintenant ils sont épuisés, ils sont fatigués, au lieu de les jeter dans la poubelle, qu'on puisse les encadrer, et pourquoi pas on ne peut pas avoir des Congolais qui ont l'espérance de vie de 90 ans. Il faut l'espérance de vie de 50 ans, non. C'est par le manque d'encadrement. Avec ces recensements, nous pouvons savoir combien de personnes de troisième âge, combien les personnes actives, combien les personnes jeunes, ainsi de suite. Voilà un peu, et avec ça, nous pouvons développer notre pays et nous pouvons faire une bonne planification. Nous avons un ministère du plan, mais ce ministère du plan ne peut planifier le développement qu'en fonction d'un bon recensement. En fonction d'un bon recensement, monsieur Jean Manda, nous sommes lentement et sûrement en train d'atterrir dans cette émission. Prenons un peu la question de l'Est qui préoccupe tout. Comment vous entrevoyez cette question, la question sécuritaire? Il y a aujourd'hui des pans entiers de notre territoire qui est occupé par des groupes armés et des forces rebelles. Quelle est la solution? Parce qu'on voit des enfants marcher, des enfants réclamer que le chef de l'État instaure la paix. Qu'est-ce que vous, au niveau de l'Union sacrée, vous entrevoyez pour que cette mascarade au niveau de l'aspect sécuritaire de notre pays finisse définitivement? Le président de notre parti, l'honorable Moïse, avait dit que si nous pouvons entrer à l'Union sacrée, la condition, il faudrait qu'on nous rassure qu'on va terminer cette question d'insécurité à l'Est. C'est pour cela que nous sommes là. Et aujourd'hui, le gouvernement qui est mis en place, je crois que c'est l'une des stratégies pour qu'on termine cette question d'insécurité à l'Est, parce que l'objectif de l'Union sacrée, c'est entre autres cette question prioritaire de terminer la crise, l'insécurité qui est à l'Est. Donc nous n'avons pas encore d'autre
stratégie à proposer. Au niveau de l'Assemblée, il y a une commission qui sera mise en place pour aller identifier les vraies causes et remettre tout ce qu'on aura obtenu comme information au gouvernement de l'Union sacrée pour qu'on termine une fois pour toutes, parce que trop c'est trop avec ce qui se passe à l'Est. Il y a eu trop de tueries et ça suffit, il faudrait qu'on arrête. Mais vous comprenez que la colère des autochtones des membres des associations, des mouvements citoyens qui réclament le départ de la MONUSCO. Est-ce que vous comprenez ça? La MONUSCO s'est concentrée beaucoup dans cet espace. Depuis l'arrivée de la MONUSCO, plusieurs troupes se sont concentrées à l'Est. Mais la question qu'on ne comprend pas, c'est que l'insécurité a continué jusqu'à ce jour. Il y a eu des brigades d'intervention, on a donné le mandat, plusieurs mandats à la MONUSCO pour que la crise, on a renouvelé, mais ça ne s'arrête pas. Et puis, dans le mandat, c'est qu'on a demandé à la MONUSCO de sécuriser la population civile. Mais maintenant que la population civile, c'est elle qui est tuée, nous allons nous dire, la question va être que fait maintenant la MONUSCO? C'est ça la question qu'on se pose. Donc vous êtes d'avis que la MONUSCO, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais elle a un mandat, et le mandat qu'elle a eu, c'est avec le gouvernement congolais. Maintenant, moi, je ne dirais pas qu'elle parte. Il faudrait que le gouvernement congolais puisse évaluer avec la MONUSCO leur efficacité. Si on trouve que la MONUSCO a échoué, à ce moment-là, si elle a échoué, elle va continuer à rester. Pourquoi? Si peut-être qu'elle a utilisé des mauvaises stratégies, si elle peut réorienter la stratégie, espérons qu'avec les récents accords avec les troupes kenyanes, que cela pourra contribuer à amener la paix à l'Est, tant mieux. Mais si c'est de répéter ce qu'on a toujours vécu, on dit ça ne sert à rien. Protection des civils, mais les civils sont tués, alors ça ne sert à rien. Ouais, alors, non, merci beaucoup, mais je voulais poser cette toute dernière, avant-dernière question. Dites-moi, maintenant là, vous êtes dans l'opposition ou vous êtes au pouvoir? Nous faisons partie de ce gouvernement-là. Si nous faisons partie de ce gouvernement, nous sommes dans l'exécutif. L'exécutif, c'est lui qui gère la politique. Et celui qui gère la politique, il n'est pas dans l'opposition. Alors vous êtes d'avis que vous allez partager le bilan avec Félix Tshisekedi? Non, ben là, c'est relatif aussi. Là où nous sommes, oui, là où nous sommes maintenant là, nous avions accepté. En 2020, nous avions accepté d'aller avec le président de la République dans sa vision. Nous n'avions pas mélangé les visions, la vision de Moïse et la vision de Félix. Non. Nous sommes dans la vision de Félix. Voilà. Je crois que je suis clair, très clair. Nous sommes dans la vision du président Félix, qui nous dit non, voilà, moi je vois que pour qu'on ramène la paix, qu'on suscite le développement, c'est ça. Et nous disons, est-ce que dans ça, il y a la priorité de la situation de l'Est? Oui. La sécurité? Oui. Est-ce que nous allons travailler autrement que les autres qui travaillent pour l'intérêt des individus et non pas l'intérêt de la population? On dit oui. Ok, si tel est le cas, nous allons vous accompagner. Nous accompagnons le président de la République, sa vision qu'il a défini un État fort, une prospère. Le peuple d'abord. Alors, très bien. Alors, Joseph Kabila, de retour à Kinshasa après 4 mois à Kachamata, un peu partout on disait parti pour ne plus revenir et de retour. Ça, comment vous jugez ça? Comment? Il a eu son bilan, positif pour les uns, négatif pour les autres et même mitigé pour certains. Aujourd'hui, il a la qualité là, des sénateurs à vie, président honoraire et sénateur à vie. Qu'il soit à Lubumbashi, qu'il soit à Kinshasa, qu'il soit à Goma, c'est au Congo. Il n'est sénateur à vie que quand il est au Congo. Quand il se trouve à Dubaï, bon, c'est un citoyen qui est parti à Dubaï. Comme moi aussi, je peux aller à Dubaï. Oui. Mais pour dire que revenir à Kinshasa ou rester à Lubumbashi, ça ne vous inquiète pas? En tout cas, moi, ça ne m'inquiète pas.
Oui, son parti politique est maintenant dans l'opposition et il est en train de se manifester. Vous avez vu ce qui s'est passé au Tanganyika. Merci beaucoup, honorable Jean Manda. Votre dernier mot, vous terminez sur quel aspect? Voilà, mon mot, c'est que je demande à la population congolaise de soutenir ce gouvernement. Il faudrait que nous puissions les considérer comme vierges, sans faute. Et ce n'est qu'avec ces actions que nous allons commencer à identifier les fautes progressivement. Et là où nous avons la possibilité de corriger, qu'on corrige avec les députés nationaux qui sont là, soit de l'opposition, soit de l'actuelle majorité, et qu'on donne des orientations. Mais dans un premier temps, ce gouvernement est vierge, il faut les soutenir pour qu'on aille de l'avant. Aux groupes armés des compatriotes congolais, il faudrait qu'on laisse le temps à ce gouvernement d'identifier les ennemis. Peut-être que il y a certains compatriotes qui se battaient pour des raisons ou d'autres pour dire qu'on ne se retrouve pas dans ceci. Le président de la République a demandé que tout le monde puisse entrer dans l'union sacrée et c'est un nouveau programme. Donc que ces confrères, ces compatriotes qui sont dans les groupes armés, ces Congolais qui sont dans les groupes armés, qu'ils arrêtent, qu'ils décrètent de cesser les feux et puis qu'ils entrent en contact avec le gouvernement Sama Lukonde pour voir s'ils ont des revendications légitimes, qu'on puisse analyser ensemble pour voir que dans les espaces qu'ils occupent, que le gouvernement puisse y mener le travail pour le développement des populations, pour qu'on puisse éradiquer la pauvreté. Je sais qu'il y a parfois des tireurs de ficelles pour les intérêts égoïstes, soit de l'exploitation de minéraux, mais il faudrait qu'on cesse et qu'on donne ces minéraux-là au gouvernement et que le gouvernement puisse vendre ces produits-là pour l'intérêt de tout le monde, pas pour les intérêts des individus qui sont égoïstes. Ça, c'est ma demande, vraiment, ma demande ardente à toute la population congolaise. Merci beaucoup, honorable Jean Manda, pour d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, tous mes remerciements. Merci beaucoup. Et vous, très chers téléspectateurs, vous avez suivi la version de l'honorable Jean Manda qui a passé en revue l'actualité politique en RDC. Quant à moi, je vous dis merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Réversion et avec un nouvel invité. Mais dans l'entretemps, likez nos vidéos et abonnez-vous sur notre page YouTube Emilio Officiel TV. Bye bye et à la prochaine.